merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de cette nouvelle édition. Les océans au cœur de la COP25. Cécilia Bartoli à la direction de l'Opéra dès le 1er janvier 2023. Le compte-rendu de l'enquête sur la qualité de vie du Conseil national. Journée internationale du handicap. Les Monaco Impies prêts pour le Dubai Rugby Sevens. Chapelle de la Visitation Creatio Divina par les voix animées. Et notre invitée de la semaine sera Céline Cotalorda. Je vous le disais en titre, suite ce soir de notre série de reportages réalisés à Madrid sur la COP25. Cette fois-ci, Patricia Navarro et Sylvain Péroumal se sont penchés sur le cas des océans, véritables enjeux de cette COP25. Voici leur reportage. Pendant longtemps, ils sont restés absents des grandes discussions internationales sur les changements climatiques. Et pourtant, les océans sont eux aussi très largement impactés par la pollution plastique, par les émissions de CO2 et plus généralement par les dérèglements du climat. Victimes, mais également en partie atténuateurs de l'effet de serre en absorbant près de 30% des émissions et régulateurs thermiques. Aujourd'hui, et le rapport du GIEC l'a confirmé en septembre, les océans sont l'objet de toutes les attentions et retrouvent la place qui aurait toujours dû être la leur dans les discussions climatiques. Ils sont au cœur de la COP25. Je crois qu'il était grand temps. On a perdu beaucoup de temps et ça a été d'ailleurs remarqué par plusieurs orateurs hier, pas parmi les chefs d'État, mais aussi parmi la présidence de la COP et d'autres personnes, que si on avait commencé à agir il y a 10 ans, ça nous aurait coûté moins cher que ça ne l'est actuellement. C'est extrêmement important, cette reconnaissance, mais je ne peux pas remercier assez le Chili et l'Espagne, d'abord d'avoir organisé cette COP et continuer dans cette même dynamique et dans cette même optique de faire de cette COP une Blue COP, c'est-à-dire une COP vraiment centrée sur le rôle des océans et sur leur préservation. Le prince Albert II a été l'un des tout premiers leaders à souhaiter que le rôle vital des océans soit reconnu et pris en compte. Depuis, le Chili notamment s'est également saisi de cette problématique, lui qui préside cette COP25 délocalisée à la dernière minute à Madrid. Ce pays d'Amérique latine, bénéficiant d'un littoral long de 4300 km, vient de lancer une plateforme de solutions pour l'océan face au changement climatique, plateforme soutenue par le prince Albert II. Monaco has been an example of really taking care of the ocean as an important. Monaco a été un modèle dans la prise en compte des océans, notamment sur la question des aires à protéger en vue d'un meilleur monde. Maintenant que nous savons que le changement climatique doit être relié à la protection des océans et à leur gestion durable, donc Monaco a permis de mettre en lumière ces problématiques aux côtés du Chili par le passé et avec le Chili toujours aujourd'hui dans cette COP bleue. Et pour la première fois, les océans sont là pour être au cœur de l'action en matière de changement climatique. Nous devons commencer à travailler ensemble et nous ne pouvons pas séparer les choses. Nous avons une planète et nous devons la protéger complètement si nous voulons agir. We need to protect it all if we want really to face climate action. Les initiatives autour des océans se multiplient, signe que la prise de conscience de leur importance est bien réelle. Certains, dès le milieu des années 2010, en étaient déjà convaincus, à l'image des cofondateurs de la plateforme Océans et Climat, dont fait partie la FPA2. Si les pays ne respectent pas leurs engagements de l'accord de Paris, si même compte tenu des trajectoires aujourd'hui, et je crois que c'est un des signaux très forts de ce début de la COP bleue, si les pays n'accroissent pas leur ambition, l'océan sera le premier à en souffrir. Et quand on dit que l'océan souffre, c'est toute l'humanité qui en souffre parce que l'océan, c'est la vie sur Terre. Et quand on affecte l'océan par un réchauffement climatique trop important, c'est toute la régulation et tout le système climatique et les ressources des populations qui en vivent qui est affectée. Les îles du Pacifique Sud sont particulièrement attentives au débat sur les océans. Elles affichent leur unité à la COP25 avec un grand pavillon commun qui ne désemplit pas. Les prévisions les plus pessimistes les annoncent comme premières victimes des changements climatiques. Cet espace derrière nous est un lieu où nous voulons amplifier la voix des pays du Pacifique, appeler à l'action, afficher une ambition. Et comme vous le savez, l'océan Pacifique est le plus grand des océans du monde. Donc nous avons une grande responsabilité, autant qu'une grande fierté de le représenter.
Je tiens aussi à dire que Monaco est un grand ami du Pacifique et a soutenu des travaux tels que l'acidification des océans. Oubliés pendant longtemps, les océans sont désormais incontournables lorsqu'il s'agit d'évoquer la question du changement climatique. Source de solutions, ils nous rappellent surtout aujourd'hui qu'il y a urgence à agir. La grande marée bleue a envahi la COP25, alors que traditionnellement, le vert était de mise pour symboliser les questions environnementales. Un retour en principauté où une conférence de presse était organisée à l'Opéra mardi en fin d'après-midi. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a fait une annonce importante. En mars 2019, Jean-Louis Grinda a exprimé, tant à moi-même qu'au prince souverain, son désir de quitter ses fonctions de directeur de l'Opéra de Monte-Carlo à la fin 2022. Il estimait, en conscience, qu'au terme de 15 ans de direction, le temps serait venu de passer la main à quelqu'un ayant de nouvelles idées pour l'opéra en principauté. Jean-Louis Grinda a alors évoqué le nom de Cecilia Bartoli pour lui succéder. Cette dernière, qu'il avait informellement consultée, outre des qualités personnelles et professionnelles indéniables, était déjà fortement impliquée en principauté avec les musiciens du Prince, dont elle assure la direction artistique depuis leur création en 2016. Cette suggestion séduisante, passionnante, ne pouvait que susciter mon intérêt et retenir mon attention. Validée par le prince souverain, une proposition a été alors transmise officiellement à Cecilia Bartoli, qui l'a acceptée, et j'en suis particulièrement heureuse. L'annonce a ainsi été faite par son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente du conseil d'administration de l'Opéra de Monte-Carlo. Cecilia Bartoli succédera à Jean-Louis Grinda. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2023. Je serai donc fier et heureux de transmettre les rênes de cette exceptionnelle maison d'opéra à une artiste aussi généreuse qu'inventive, qualité indispensable pour développer l'activité de notre scène. Je travaille à Monaco, mon pays, dans une totale liberté artistique, portée par une confiance jamais démentie. Cette liberté m'a permis de présenter 82 ouvrages sur notre scène, dont 26 pour la toute première fois. Cecilia Bartoli a un nom, un visage, une voix surtout, connue à travers le monde. En principauté, elle assure déjà la direction des musiciens du Prince, créée avec Jean-Louis Grinda justement, direction qu'elle conservera. C'est une joie immense, c'est un honneur immense, mais une grande responsabilité. Mais j'ai toute l'énergie et la passion pour commencer ce rêve, parce que c'est un rêve vraiment de diriger en théâtre. Vous serez la première femme à occuper ce poste. J'imagine que pour toutes les artistes, y compris féminines, cela revêt une importance toute particulière à vos yeux. Et je pense que voilà, c'est important, bien sûr, que c'est la première fois pour une femme, comme c'était quand j'étais à Salzbourg aussi, pour le festival de Pentecôte, c'était la première fois qu'une femme avait cette position. Voilà, les femmes qui commencent. Non, je dois dire, c'est surtout, bien sûr, la femme, mais la musicienne, l'artiste. Voilà, c'est ça qui compte aussi, qui est très important. Et aussi beaucoup d'expérience. Une femme qui a quand même 35 ans de carrière. Et ça, je pense que ça va aider. Cecilia Bartoli, qui entend bien mêler tradition et innovation, classique et modernité. Réalisée pour le compte du Conseil national, une étude de l'Institut BVA concernant la qualité de vie à Monaco avait été lancée au début de l'automne. Les résultats ont été dévoilés mardi au cœur du Parlement monégasque. Christine Datomel. Réalisé au mois d'octobre par l'envoi d'un courrier postal au domicile de l'ensemble des foyers monégasques et par la diffusion d'un lien d'enquête sur le site du Conseil national pour les résidents étrangers et pour les pendulaires, 3915 questionnaires ont ainsi pu être exploités. Un taux de retour plus que satisfaisant, ce taux étant 3 à 4 fois supérieur à ce qui est constaté dans les autres pays, selon la directrice de l'Institut BVA, Adélaïde Zulfikar-Pazik. Le premier enseignement, à mon sens, c'est le taux de participation, qui est très élevé puisqu'on est à quasiment 40% de répondants chez la population monégasque et qui témoigne d'une véritable appétence à la fois pour la problématique et puis qui montre aussi une envie d'être écouté, d'être entendu sur ce sujet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième enseignement très, très fort, c'est
en dépit d'un attachement très fort à Monaco et d'un sentiment d'être un petit peu privilégié, la perception majoritaire d'une dégradation de la qualité de vie depuis quelques années ici, qui s'explique par 2 facteurs principaux, le bruit causé à la fois par les chantiers et par la circulation, et le deuxième facteur de dégradation de la qualité de vie, c'est la circulation automobile et le manque d'alternatives pour désengorger la ville. Au total, ce sont 2745 monégasques, 810 résidents étrangers et 360 pendulaires qui ont répondu à cette enquête. Un résultat qui démontre ainsi leur implication dans ces questions de qualité de vie, mais aussi qui confirme l'attachement très fort qui lie les monégasques à leur pays. Ça m'a touché, c'est la directrice parisienne de BVA qui l'a dit, elle a ressenti un amour, une fierté d'être monégasque et donc forcément une implication plus grande qu'ailleurs dans ces questions parce que les monégasques effectivement souhaitent à 90%, donc c'est quasi unanime, que tout soit fait pour que des mesures importantes et rapides soient prises dans un plan global pour améliorer la qualité de vie à Monaco. 83% effectivement ont constaté ces dernières années une dégradation de la qualité de vie. Alors ils sont fiers d'être monégasques, ils sont conscients, les résidents aussi, de vivre dans un pays béni des dieux dans bien des domaines, pour l'éducation, pour la sécurité et pour les soins par exemple avec nos établissements de soins exceptionnels, mais ils souhaitent aussi qu'on soit parfait en matière de qualité de vie. Et là, il y a encore du travail, il y a encore à faire. Je suis optimiste parce qu'à Monaco, nous avons les moyens quand nous voulons. Nous pouvons faire mieux qu'ailleurs encore. On a le budget et les budgets nécessaires pour cela. On a aussi un prix au mètre carré dans ce pays qui est le plus cher du monde, donc il y a de la plus-value importante. Et aujourd'hui, clairement, il y a une volonté partagée du gouvernement princier et du Conseil national. Nous allons bientôt aller avec Mme Gramalia dans les prochains jours sur les chantiers publics et privés. Elle veut nous montrer comment des bâches acoustiques pour préserver davantage la tranquillité des riverains vont être installés de manière systématique partout où c'est possible. Je prendrai l'exemple aussi des travaux de voirie. Rappelez-vous, 7 mois de blocage avec un boulevard du Jardin exotique en circulation alternée. Nous avons réagi, le gouvernement a entendu, a pris les mesures. Regardez aujourd'hui donc les travaux de voirie à l'angle du boulevard de Belgique et du boulevard du Jardin exotique pour le chantier du Palais Honoria. Ils se déroulent sans que la circulation soit alternée. Au cours des prochains mois, l'amélioration de la qualité de vie sera donc à l'honneur dans les échanges entre le Conseil national et le gouvernement princier. Comme chaque année, Monaco s'est associé à la Journée internationale du handicap, une journée qui visait à sensibiliser et à valoriser les actions de proximité. L'occasion aussi de faire connaître les derniers efforts menés en principauté. Dominique Poulain. Pour la Journée internationale des personnes handicapées, Monaco organise ses 8e rencontres du handicap en mettant l'accent plus particulièrement sur la déficience visuelle. L'occasion de rappeler que la personne handicapée est une personne avant d'être un handicapé et qu'elle fait partie intégrante de la société. Comme je dis souvent, finalement, nous sommes tous les mêmes, mais certains d'entre nous sont un peu différents. Et il faut que nous puissions nous adapter, il faut que la ville puisse s'adapter. Et le thème cette année, c'est la déficience visuelle. Et on a très bien vu qu'on peut prêter attention à la déficience visuelle en aménageant spécialement les espaces de déplacement des piétons et donc des personnes qui souffrent de malvoyance. Le temps d'une journée, des ateliers sont mis en place. Y participent des membres du gouvernement, des représentants de l'administration monégasque et des associations, ainsi que le public et des élèves de CM2 de l'école des Révoirs. On essaye vraiment de casser les barrières et justement d'apporter cette vision et de leur montrer que finalement ils sont intégrés également dans le cheminement piéton, dans la vie quotidienne et les confronter à leur situation, c'est effectivement leur permettre après par la suite de mieux prendre en compte ces personnes au quotidien. Les yeux masqués et équipés d'une canne, tous expérimentent un déplacement dans le quartier de Fontvieille. Les obstacles ne tardent pas à surgir. C'est une excellente chose de faire prendre conscience aux uns et aux autres de la situation dans laquelle se trouvent les personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes sens que nous. Et donc, notamment vis-à-vis des enfants, de se mettre à la place de l'autre est quelque chose de particulièrement important. On a toujours l'impression et on voit toujours les choses de l'extérieur. Là, on est au cœur de la problématique et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et très instructif et qui devrait être fait par beaucoup plus. C'est difficile parce que je perds mes repères
Et donc je suis assailli par les bruits qui m'entourent et j'ai du mal par conséquent à me déplacer. Mais heureusement nous étions en binôme, donc la personne à côté de moi me guidait et ça m'a rassuré si vous voulez. Marcher à l'aveugle est également un exercice périlleux, à bien des égards pour les élèves. Ils découvrent un horizon méconnu jusqu'alors. C'est stressant parce qu'on ne sait pas ce qu'on voit et on a peur. Après, c'était bien, mais c'était peur. J'avais peur un peu. Je trouvais que c'était une grosse, une grosse impression. J'ai bien ressenti ce que sentait un aveugle et j'ai bien entendu et vu les obstacles qu'il y avait devant moi. Pour la deuxième expérience de mise en situation réelle, les participants découvrent les équipements urbains mis en place pour les personnes présentant une déficience visuelle. Ils testent le système d'annonce vocale présent à l'arrêt de bus, puis à l'intérieur d'un bus, toujours en se mettant bien sûr dans la peau d'une personne mal ou non-voyante. Il s'agit de leur troisième participation aux Emirates Airlines Dubai Rugby Sevens. Les Monaco Impies ont échoué aux portes de la finale l'an dernier. Cette année, ils comptent bien prendre leur revanche. Alors que le tournoi débutera ce jeudi à Dubaï, l'entraînement pour eux a déjà commencé. Un entraînement suivi de très près par Alexandra Pani et Alexandra Paolini. Please be concentrated, put concentration, intensity on the tackles. We don't care about it. We keep it for Thursday, Friday and Saturday. Okay? C'est une équipe singulière dans le monde du rugby. Sous les couleurs des Monaco Impies, ce sont plusieurs nationalités qui se mélangent. Monégasques, sud-africains, fidjiens ou encore écossais. Un melting pot qui permet d'offrir une belle diversité de jeux. Les Impies, qui signifie guerrier en zoulou, sont nés en 2017 et cela fait donc 3 ans que l'équipe participe à l'Emirates Airlines Dubai Rugby Sevens. We're big fans of rugby in the family. Nous sommes de grands fans de rugby dans la famille. J'ai donc eu l'idée de monter cette équipe, les Monaco Impies. Comme vous pouvez le voir, nous avons des joueurs internationaux qui viennent du monde entier. Et parmi eux, des Monégasques. C'est une très grande opportunité pour eux de venir ici et de représenter Monaco. C'est aussi une belle occasion de montrer leurs talents sur le terrain. Ce tournoi est reconnu internationalement et est organisé en plein désert depuis 50 ans. C'est la première étape du circuit mondial du rugby à 7. L'équipe de Monaco est quant à elle inscrite dans le tournoi International Open. Elle est allée jusqu'en demi-finale l'an passé, mais cette année, les hommes de Nicolas Bonnet comptent bien aller jusqu'en finale. Je ne vous cache pas que 95% du travail, c'est en amont. Donc on a un plan de jeu qu'on leur a fait passer, on a une codification, des choses qu'ils doivent retenir. Et puis après, on a très peu de temps pour mettre en place. Donc voilà, c'est beaucoup plus de travail en amont que si on avait l'équipe à demeure. Nous, on travaille avec l'équipe nationale tous les mercredis. Mais pour les autres, comme ils ont l'habitude du haut niveau, ce sont des gens qui s'adaptent très rapidement. Premier match jeudi 5 décembre face à l'équipe des Northland Rhinos, un match test pour évaluer la complémentarité des joueurs en situation de jeu. Et nous allons à présent prendre la direction de la chapelle de la Visitation où plusieurs concerts de musique baroque sont organisés cette semaine. José Sacré vous livre plus de détails dans ce reportage. Sublime, absolument sublime, ce premier des 3 concerts de musique baroque donnés chapelle de la Visitation le 3 décembre à l'initiative de la Direction des Affaires culturelles de Monaco. Nous sommes ravis que la Direction des Affaires culturelles puisse offrir exceptionnellement 3 concerts juste avant Noël. C'est toujours un rendez-vous très attendu de notre public et c'est en même temps une sorte de petite fête pour le public avant Noël. Donc nous sommes dans cette chapelle de la Visitation qui est à la fois un lieu de recueillement, mais ici, ce soir, c'est un lieu d'écoute. Et comme le disait très bien tout à l'heure M. Cadou, c'est vraiment la voix et la musique de l'âme. Donc on est tous en communion en écoutant cette magnifique musique. Creatio Divina, splendeur de la musique sacrée pour le temps de Noël, tel était le titre de ce concert donné par les Voix animées sous la direction de Luc Coadou. Les Voix animées ont comme mission
de défendre la musique vocale a cappella de la Renaissance. Alors, en gros, des années 1450 jusqu'aux années 1630-40, on peut dire jusqu'au dernier livre de madrigaux de Monteverdi. On emmène le public en voyage de l'Angleterre élisabéthaine, à l'Espagne de Philippe II. Donc on est plutôt dans une deuxième partie du XVIe siècle sur ce programme, ce qui annonce en fait la période baroque, parce que le Concile de Trente du milieu du XVIe siècle, c'est ce qui déclenche l'art baroque. Il n'y a pas beaucoup de concerts de musique baroque ou Renaissance, mais en fait vous avez quand même choisi quelques ensembles parmi les meilleurs. Oui, alors là, c'est du fait de notre directeur artistique, qui est aussi le directeur artistique du Festival d'orgue qui se déroule l'été, Olivier Vernet. Et je dois dire qu'il a vraiment toujours d'excellents choix qui font découvrir des ensembles avec notamment des voix extraordinaires. À ne pas manquer, ce mercredi 4 décembre à 20h30, les plus beaux Noëls entre Venise et Salzbourg, et jeudi 5 décembre, toujours à 20h30, de l'Avent à la Nativité, un Noël baroque à Versailles. Cadeau des affaires culturelles de la Principauté de Monaco, ces concerts sont gratuits. Je vous en parlais au tout début de cette édition. Nous allons à présent rejoindre Céline Cotta-Lorda qui est notre invitée de la semaine. Entretien réalisé par Émilie Rousseau. Céline Cotta-Lorda, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Si vous êtes notre invitée aujourd'hui, c'est parce que vous venez de présenter le rapport annuel du comité dont vous faites partie. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité créé il y a tout juste un an en fait ? C'est ça. Donc c'est un comité qui a pour mission de suivre, de coordonner et d'évaluer les politiques publiques dans 2 domaines. La lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un comité mixte composé d'entités gouvernementales, institutionnelles et d'associations qui représentent la société civile. C'est un comité actif. Vous venez de remettre le rapport annuel pour l'année 2019. Quelles sont les mesures et les actions qui ont été prises durant cette année sur le plan national tout d'abord ? Alors, beaucoup d'actions concrètes ont déjà été mises en œuvre. Je parlerai notamment de la sensibilisation qui a été faite à l'occasion des Journées internationales du 8 mars pour l'égalité hommes-femmes et du 25 novembre pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Ensuite, il y a également des actions concrètes en termes d'information et de prise en charge des personnes victimes de violences, avec tout d'abord un numéro d'information à destination des personnes victimes de violences, le 0800 91 90 10, et puis également la création d'un site internet du comité dfm.mc qui permet d'avoir des informations sur les actions du comité, mais aussi et surtout des informations sur les dispositifs qui sont en vigueur en principauté de Monaco. On a également mis en place, toujours au plan national, des mesures législatives. C'est important de faire évoluer nos textes juridiques. Je parlerai de l'allongement du congé maternité qui est passé cette année de 16 à 18 semaines, et puis d'une loi portant des pénalisations de l'avortement pour les femmes enceintes. Il y a également aussi des actions qui étaient menées sur le plan international. Vous avez notamment rencontré vos homologues dans plusieurs pays. Alors l'action du comité au plan international est importante puisqu'effectivement ça permet de donner de la visibilité au comité et puis d'échanger avec des homologues étrangers, notamment sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le domaine de l'égalité ou de la lutte contre les violences. Et à ce titre, j'ai déjà pu rencontrer des représentants du Canada, en particulier l'ambassadrice du Canada, ainsi que des représentants français qui travaillent dans le domaine de l'égalité homme-femme.
hommes-femmes. Et puis il y a également, bien entendu aussi, ce qui est important, c'est le suivi des conventions internationales auxquelles Monaco a adhéré. Et j'ai pu participer avec une délégation monégasque à la présentation du comité au Conseil de l'Europe en particulier. Nous venons de parler des actions de 2019, des travaux sont toujours en cours. Quelles sont désormais vos perspectives pour l'année 2020 ? Alors sur les travaux en cours, donc je rappellerai que dès l'installation du comité, on a lancé 2 études importantes. Une première étude sur les salaires pour mesurer s'il y a des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et une seconde étude sur les violences. Ces études sont menées par l'INSEE et d'ici quelques jours, l'INSEE va publier les premiers résultats sur les violences et quant au salaire, ça sera d'ici la fin de l'année 2020. Donc ce sont des travaux qui se poursuivent, qui sont importants pour nous pour savoir les politiques publiques à mettre en œuvre en fonction des résultats de cette étude. Et toujours des campagnes de sensibilisation comme cette année ? Alors parmi les mesures qui vont être prises pour l'année 2020, il y a bien entendu la poursuite des campagnes de sensibilisation et des actions pédagogiques, que ce soit vers un public jeune ou également vers le grand public. Et à titre personnel, je me suis rendu compte qu'en exerçant cette mission, ce qui est important, c'est d'arriver à fédérer la société tout entière. Et donc parler du droit des femmes, c'est aussi et surtout savoir en parler et impliquer les hommes dans ce sujet. Et ça va être un des défis majeurs, parler aux hommes. L'année prochaine, ça sera une des grandes actions. Vous l'avez cité tout à l'heure, le site internet du comité, le www.dfm.mc et le numéro de téléphone également. 0800 91 90 10. Merci beaucoup Céline Cottalorda. Merci à vous. À très bientôt. Voilà donc pour cet entretien avec notre invité de la semaine. Place à présent à vos prévisions météo. Demain, le ciel bleu de la matinée ne résistera pas. Des nuages feront leur apparition dans le courant de l'après-midi. Le vent soufflera à 30 km/h. La température de l'eau sera de 17 degrés. Il fera 14 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Vendredi, beau temps dans l'ensemble. Les températures 10 degrés le matin, 13 l'après-midi. Samedi, après dissipation des nuages matinaux, le ciel sera de plus en plus lumineux et ensoleillé. Il fera quand même 5 petits degrés le matin et 12 l'après-midi. Dimanche et lundi, le temps sera beau malgré quelques légers passages nuageux. Les températures ne dépasseront pas les 13 degrés. Mardi, prédominance du soleil, les températures 7 degrés au lever du jour et 12 degrés au meilleur moment de la journée. Fin de cette édition. Avant de se quitter, cette information, une petite piqûre de rappel. N'oubliez pas, à compter de vendredi s'ouvrira la nouvelle édition du Téléthon. Cette année, elle se déroulera à l'Auditorium Régnier 3, mais un grand concert est proposé également au Théâtre des Variétés samedi soir. La suite de votre programme sur Monaco Info, c'est juste après ce générique de fin.